Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo aussi, je vais vous expliquer la théorie de la section 2.4, donc tirée évidemment du livre de Physique XXI, le tome B. La section 2.4, c'est une section qui s'appelle la différence de potentiel dans un champ électrique uniforme. Donc, en passant, là, champ électrique uniforme, oups, je vais juste changer de couleur. Ça, champ électrique uniforme, ça veut dire un champ électrique qui est constant, hein, dont la valeur ne change pas. Donc un champ électrique qui est tout le temps égal à la même valeur. Okay. Surprenez-vous pas, vous allez voir que dans la section 2.4, c'est tout le temps des plaques qu'on va avoir, donc des PPUC. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les PPUC, c'est le seul objet qui crée justement là, des champs électriques qui sont constants. Si on regarde par exemple là, les objets qu'on a vus jusqu'à présent, ben, on a la particule. La particule, on sait qu'elle fait des champs électriques là, qui sont égaux à KQ sur R au carré. Donc ça, c'est pas des champs constants, c'est des champs qui dépendent de la distance R. Quand on est proche de la particule, les champs sont plus forts, puis quand on s'éloigne, les champs vont faiblir de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu les tiges, hein, les longues tiges rectilignes, infinies, uniformément chargées, qu'on appelait des triucs. Okay? Les triucs, elles font des champs qui sont égales à 2 fois K fois lambda sur R. Okay. Et ben, encore une fois, là, ça dépend de la distance R. Quand vous êtes proche de la triuque, le champ est plus fort. Quand vous en éloignez, le champ va diminuer de plus en plus. Et les plaques, que je ne sais pas trop comment dessiner, là, disons comme ça, un peu en perspective. Donc c'est ça, les plaques les plaques qu'on appelle des PPUC, ben, elles, on sait qu'elles font un champ qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Okay. Et là, ici, on voit que le champ ne dépend pas de la distance. Fait que vous ayez un point P là, qui soit proche de la plaque ou loin de la plaque, là, si la plaque est assez grande pour être considérée comme une PPUC, là, ben, le champ il va être le même, que vous soyez proche ou loin de la plaque. Donc les PPUC, c'est les seuls objets qui font des champs qui sont constants. Et c'est pour ça que c'est toujours des PPUC qu'on va retrouver dans la section 2.4, parce que c'est une section qui est vraiment spécialisée, si vous voulez, qui se concentre là, dans les situations où on a un champ électrique qui est uniforme, un champ électrique qui est constant. Et c'est cette équation-là qu'on verra dans quelques instants. Mais avant d'arriver à l'équation que je vous ai encerclée, on va faire juste un mini rappel de ce qu'on a vu là dans les sections précédentes, surtout de la section 2.2. Okay? Donc cette acétate-là, justement, là, elle provient directement de la section 2.2. Puis ce qu'on avait dit, c'est que quand on dessine des schémas comme ça avec des surfaces équipotentielles, ou en tout cas on peut appeler ça des lignes équipotentielles aussi, il y avait trois points qui étaient toujours respectés. Le premier point, ça disait que plus le module du champ électrique est intense, plus les équipotentiels sont rapprochés les unes des autres. Et on l'avait vu pour la particule. Hein, par exemple, on sait qu'une particule, ça fait un champ là, qui est égal à KQ sur R carré. Donc quand on est près de la particule, le champ est plus fort. Puis quand on s'éloigne de la particule, le champ va devenir de plus en plus faible. Puis on le voit sur le schéma, hein, parce que quand on est proche de la particule, les lignes équipotentielles sont plus rapprochées les unes des autres. Puis quand on s'éloigne, les lignes vont être de plus en plus distancées les unes des autres. Okay. Ça, on l'avait vu aussi, ce comportement-là, quand je vous avais demandé, là, cet objet-là, c'est quoi l'objet? On hésitait, on se demandait si c'est une triuque, si c'est une PPUC. Puis quand on avait remarqué que quand on est proche de l'objet, les lignes équipotentielles sont plus rapprochées. Puis quand on s'éloigne, elles se distancent de plus en plus. Ça signifie que quand on est proche de l'objet, le champ est plus fort. Puis quand on s'éloigne, le champ est plus faible. Donc on avait déduit que c'était une triuque. Hein, parce que, bon, c'est ça les caractéristiques de la triuque. Alors que si ça avait été, par exemple, une plaque, une PPUC, je vous ai demandé à quoi ça ressemblerait les surfaces équipotentielles. Ça aurait ressemblé à des lignes comme ça, qui auraient été toutes également espacées. Parce que si le champ est constant, ça veut dire que l'espacement entre les surfaces équipotentielles va être constant lui aussi. Donc ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est un point qu'on avait déjà abordé. On avait même fait des exemples. Okay? Quelque chose qu'on n'avait pas vu encore pour les PPUC, du moins, c'était le deuxième. Quand on dit le champ électrique est toujours orienté des potentiels les plus élevés vers les potentiels les moins élevés, on l'avait vu pour la particule, par exemple. Hein? Fait que si vous regardez ici la valeur des surfaces équipotentielles, donc ici, le cercle le plus petit, c'est 3 volts. Après ça, on a un cercle à 2 volts, un cercle à 1 volt. Donc, en raison du point 2, là, ça nous dit que le champ électrique va pointer des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Donc du 3 volts vers le 2 volts, du 2 volts vers le 1 volt, et ainsi de suite. Okay. Et ça fonctionne bien parce qu'on sait qu'une particule positive, on avait déjà vu au chapitre 1 que ça produit des lignes de champ qui vont sembler là, sortir de la particule positive. Fait qu'on avait déjà vu le point 2, okay, mais on n'avait pas vu d'exemple avec des
des plaques. Okay? Donc ça ici, c'est vraiment du nouveau contenu là, de la section 2.4. C'est pas des rappels de trucs qu'on a déjà vus. Fait que ça, vous l'avez jamais vu encore, cette question-là. C'est que là, je vous dis, vous avez une PPUC qui est située là, au centre de l'écran, qui est l'objet qui est en gris ici. Donc là, je vous le dis là, que c'est une PPUC. Fait qu'on n'est pas en train d'hésiter à savoir est-ce que c'est une triuc, est-ce que c'est une PPUC. On le sait que c'est une PPUC. Okay? Puis même, là, vous voyez, les surfaces équipotentielles sont toutes également espacées les unes les autres. Fait qu'on c'est bel et bien une PPUC. Okay? Sauf que là, ce que je vous dis, c'est que je vous donne certaines valeurs de potentiel qui correspondent là, aux trois lignes d'équipotentiel qui sont ici. Je vous dis, là, cette ligne-là est à 4 volts, cette ligne-là est à 6 volts, et cette ligne-là est à 8 volts. Okay? Puis sachant ça, je vous demande, est-ce que la PPUC qui est ici, dans mon écran, est-ce que c'est une PPUC qui est chargée positivement ou négativement? Okay? Répondez pas trop vite. Hein. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, ben là, les potentiels sont positifs, fait que c'est sûr que c'est une plaque positive. » Non, ça ne veut pas dire, pas pour une plaque. Hein. C'est ça, dans le fond, le sujet de la section 2.4. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Okay? Mais ce qui est important, c'est ce qu'on a dit ici. C'est que les champs électriques sont toujours orientés des potentiels les plus élevés vers les potentiels les moins élevés. Donc, si vous avez ça, là, les potentiels les plus élevés, bon, c'est 8 volts, les moins élevés, c'est 4 volts. Ça veut dire que les lignes de champ, là, ils se dirigeraient, par exemple, vers la gauche, comme ça. Donc, ils vont pointer des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Donc, votre champ électrique pointerait dans cette direction-là. Fait que si le champ électrique pointe dans cette direction-là, donc le champ électrique pointe vers la plaque, quelle sorte de plaque fait des lignes de champ électrique qui s'approchent d'elle? Ben, c'est des plaques chargées négativement. Donc, c'est ça la réponse. C'était une plaque chargée négativement, et les lignes de champ, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Okay? Fait qu'il faut vraiment regarder comment les potentiels, c'est quoi la valeur des lignes de potentiel, et avec ça, on est capable de déduire comment le champ électrique va, ben, dans quelle direction le champ électrique va pointer. Toujours du plus gros potentiel vers les plus petits potentiels. Okay. Deuxième question du même type, juste pour voir si vous avez compris. Si je vous montre ça comme ça, encore une fois, là, je vous dis ça c'est une PPUC, je vous donne pas trop sa charge, c'est ça la question, mais je vous dis, sachant que cet équipotentiel-là est à moins 3 volts, celle-là est à moins 6 volts, celle-là est à moins 9 volts, c'est quoi la charge de la PPUC? Est-tu positive ou négative? Okay. Mais encore là, il faut regarder, les potentiels vont, ben, les lignes de champ vont du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Okay. Là, c'est des chiffres négatifs, fait que peut-être ça va vous mélanger. Okay. Mais si on regarde, là, imaginez que vous avez une espèce d'axe, je sais pas, une espèce d'axe Y, mettons, là, qui pointe vers le haut. Puis mettons que il y a un certain endroit qui s'appelle Y égale à 0. Là. Puis sur cet axe Y-là, on place des valeurs comme ça. Fait que mettons, vous avez ici là, moins 3, vous avez ici moins 6, vous avez ici moins 9. Okay. Fait que dans le fond, on remarque, même si c'est des chiffres négatifs, là, on remarque quand même que moins 3, c'est plus gros que moins 9. Hein. Moins 3, c'est plus vers le haut de votre axe. Vous pourriez avoir des valeurs négatives ici. Si je vous dis par exemple 6 volts, c'est plus gros que 3 volts. Mais 3 volts, c'est plus gros que 0 volts. 0 volts, c'est plus gros que moins 3 volts. Moins 3, c'est plus gros que moins 6. Moins 6, c'est plus gros que moins 9. Et ainsi de suite. Okay? Fait que moins 3, même si c'est négatif, là, moins 3, c'est plus gros que moins 9. Donc les potentiels vont pointer là, les lignes de champ vont pointer du plus gros potentiel vers les plus petits potentiels, donc ils vont pointer dans cette direction-là. Et si vous avez des lignes de champ qui sortent de votre PPUC, c'est sûr que c'est une PPUC qui est positive. Là. Les lignes de champ, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Okay? Fait qu'encore une fois, il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions. Il ne faut pas dire là, ah ben là, c'est des potentiels négatifs, donc ça signifie que la plaque est chargée négativement. Ça ne veut pas dire ça. Il faut vraiment regarder dans quel sens les lignes de champ électriques vont faut vraiment regarder dans quel sens les lignes de champ électrique vont pointer. C'est ça qui va nous renseigner là, sur la charge que notre PPUC peut avoir. Okay. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut... Ben, c'est important de comprendre ça d'abord pour comprendre l'équation qui s'en vient. Mais c'est ça. Bon, fait que ça va. Maintenant, je vais vous dire, quand vous avez des plaques comme ça, okay, et que vous allez avoir justement des champs électriques qui sont constants, parce qu'on sait qu'une PPUC, ça fait des champs constants, là, je le répète encore, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Et les champs constants font des surfaces équipotentielles qui sont également espacées. Okay? Et vous voyez que quand on se promène d'une équipotentielle à l'autre, ben, comme elles sont toutes également espacées, elles correspondent aussi à des delta V qui sont constants. Comme ici, par exemple, là, entre chaque ligne équipotentielle, il y a toujours 3 volts. Hein? Ça nous permet de passer de moins 3 à moins 6, de moins 6 à moins 9, de moins 9 à moins 12, de moins 12 à moins 15, et ainsi de suite. Okay? Donc, il y a toujours le même... à chaque fois qu'on fait un certain déplacement, delta x, ça va toujours nous donner le même changement de potentiel, delta v.
Okay? C'est un petit peu ça qui exprime cette formule-là, là, qui est l'équation principale. En fait, c'est la seule équation qui est donnée, c'est la seule nouvelle équation qu'il y a dans la section 2.4. Ça dit que quand vous avez un champ électrique qui est constant, il y a une relation qui existe entre le delta V, donc le changement de potentiel, le module du champ électrique qui est constant, et ce qu'on appelle S parallèle. Okay, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça veut dire S parallèle? Vous allez le voir sur le petit schéma ici, ça va vous aider à mieux comprendre. Donc imaginez que vous avez un champ électrique qui est constant, qui pointe vers le bas. Okay? Et vous avez on va juste faire on pourrait imaginer que c'est une particule, mais en fait c'est vraiment juste un déplacement. Fait imaginez qu'on part d'un point A, puis qu'on se déplace vers un point B. Okay? Donc on a un certain vecteur, qu'on peut appeler le vecteur déplacement, on appelle ça S, parce qu'en anglais, S ça veut dire space. Fait en tout cas, c'est comme relié à l'espace, ça vient de l'anglais pour déplacement. Ce vecteur-là, qui part du point A au point B, c'est un vecteur qui est en diagonale. Okay? Mais un vecteur déplacement peut toujours être décomposé en deux déplacements. Okay? Et on peut toujours s'arranger pour ce qu'on va appeler là, un déplacement qu'on appelle S parallèle, un déplacement qu'on appelle S perpendiculaire. Fait que comme vous voyez, S parallèle, il est parallèle à notre champ électrique. Et le déplacement S perpendiculaire, ben, ça le dit, là, il est perpendiculaire à notre champ électrique. Okay? Fait que là, ce qui arrive, c'est que si vous vous rappelez de votre cours de physique NYA, quand vous avez le travail effectué, mettons vous mettez une particule chargée ici, elle va ressentir une force. Okay? Puis si un objet ressent une force et subit un déplacement, il va avoir un travail associé à ça. Puis le travail qui est créé, qui est exercé par une force qui agit sur un objet, c'est égal au produit scalaire du vecteur force et du vecteur déplacement. Un produit scalaire en mathématiques, là, on peut toujours écrire ça comme étant la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Okay. Et là, ce qui arrive, c'est que notre vecteur S, si on voulait calculer par exemple le travail qui est effectué quand une particule là, se déplace du point A au point B, ben, on pourrait la calculer directement comme ça. Okay? Mais il n'y a rien qui nous empêche de décomposer ça en deux vecteurs, en deux déplacements. Un déplacement parallèle et un déplacement perpendiculaire. Puis si on essaie de calculer séparément ces deux travaux-là, en les additionnant ensemble, ça donnerait le travail total qu'on aurait pu calculer tout de suite avec juste ce vecteur-là. Fait que ça revient au même. Okay? Sauf que algébriquement, c'est intéressant de constater que quand on fait ça, là, on remarque que l'angle qu'il va avoir ici, là, ça c'est toujours l'angle qu'il y a entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Mais si vous êtes en train de calculer là, le travail associé à votre déplacement parallèle, ben, c'est sûr que votre vecteur E puis votre vecteur S parallèle pointe exactement dans la même direction. Quand vous avez deux vecteurs qui pointent dans la même direction, l'angle entre les deux c'est 0 degré, puis cos de 0 ça donne 1. Okay. Mais ici, vous allez voir ce qui arrive, c'est que pour le vecteur qui est perpendiculaire à votre champ électrique, l'angle entre les deux, c'est 90 degrés, puis cos de 90 degrés, ça donne 0. Donc ce terme-là va juste s'annuler. Okay. Donc ce que ça indique, c'est que c'est intéressant, c'est que quand vous faites un déplacement d'un point A à un point B, le travail qui va être associé à ça, quand vous êtes dans un champ constant, c'est que ça va juste donner exactement le même travail que si vous étiez seulement déplacé de manière parallèle au champ électrique. Donc prendre une particule puis l'amener du point A au point B ou l'amener du point A au point C en termes de travail là, fait par la force électrique, ça va être exactement la même chose. Okay? Donc c'est ça qu'on voit. Hein? Le travail est fait, le travail c'est juste le module de la force électrique fois le déplacement parallèle qu'on a fait. Déplacement parallèle étant déplacement qui est parallèle à notre vecteur champ électrique. Okay. Si on prend un exemple simple, donc disons on prend un proton, puis on le lâche comme ça. Okay. Là, le proton, il va ressentir une force vers le bas, donc il va se mettre à accélérer, il va se mettre à aller de plus en plus vite pendant qu'il va faire son déplacement parallèle. Okay. Et comme la force et le déplacement sont dans la même direction, ça va donner un travail qui est positif. Okay. Fait, à quoi ça correspond? Ben, dans cette situation-là, on voit que quand on fait un travail, le travail qui a été fait a été positif. Le proton s'est mis à se déplacer dans le même sens que les lignes de champ. Et on sait que le champ électrique pointe toujours du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Donc, ça veut dire, par exemple, que quand le proton va passer de là à là, ben, il va diminuer de potentiel. C'est comme si on avait, je sais pas, là, la ligne ici qui était à 10 volts, la ligne ici qui était à 8 volts, la ligne ici qui était à 6 volts, la ligne ici qui était à 4 volts, ainsi de suite. Fait que les lignes de champ vont du plus gros potentiel vers les plus petits potentiels. Fait que quand la particule se déplace du point A au point C, elle perd du potentiel, puis elle perd aussi de l'énergie potentielle. Hein. Fait que ça va être un delta U qui va être négatif. Et la particule, on a dit qu'elle allait aller de plus en plus vite, donc son delta K va être positif.
Okay. Là, j'ai fait pour un exemple qui était un proton. On aurait pu le faire avec un électron aussi, ça aurait fonctionné. On serait arrivé à la même conclusion. C'est que le changement d'énergie potentielle va toujours être égal il va toujours avoir le signe contraire de la force fois le déplacement parallèle. Okay. Et fait on part avec ça ici. Et après ça, on fait juste un petit peu d'algèbre. C'est qu'on dit que delta U, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on connaît une équation, là, qui est une équation qu'on a vue dans la section 2.2, qui dit que l'énergie potentielle électrique, c'est égal à Q fois V. Donc, on peut écrire la version delta aussi. Donc, le delta U est égal à Q fois delta V. Donc, le delta U qu'on a là, on peut le changer juste par Q fois delta V. Et de l'autre côté de notre égalité, on avait la force électrique. Mais la force électrique qui agit sur une particule, on sait que c'est égal à QE. En fait, le module de la force est égal à module de Q, égal à Q fois module de E, qu'on peut remplacer dans notre équation ici. Fait on remplace FE par QE. Ça nous donne ça comme ça. Et là, vous remarquez que les Q peuvent s'annuler. On peut annuler ce Q-là. On peut annuler ce Q-là. Et ça va donner que delta V est égal à moins E fois S parallèle. Ça, c'est dans le cas où vous aviez un proton qui se déplace là, dans le même sens que les lignes de champ. Il va subir une différence de potentiel entre le point A, entre le point initial et le point final, qui va être égal à moins le module du champ électrique fois le vecteur déplacement. Okay. On pourrait faire la même chose là, en faisant un déplacement qui est vers le haut, donc dans le sens contraire du champ électrique. Et là, ça donnerait pas mal les mêmes choses, mais ça donnerait comme résultat le signe contraire. Là. Il y aurait un changement de signe à un endroit dans la démonstration. Ça donnerait plus E fois S parallèle. Okay. L'équation que vous avez dans la section 2.4, c'est écrit avec le signe plus ou moins. Ça vous dit que delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Okay? Fait que des fois, ça va être un plus, des fois, ça va être un moins. Ça va dépendre des cas que vous avez. Okay? Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste calculer le module de ça. On va dire là, que, vous allez voir, on va en faire des exemples tout à l'heure. On va juste calculer E fois S parallèle, qu'est-ce que ça donne. Ça va donner un chiffre. Okay? Puis le signe plus ou moins, c'est nous-mêmes, c'est pas une formule qui va nous le donner, là, le signe plus ou moins. C'est vraiment, on va pas calculer quelque chose qui va nous donner plus ou moins. Là, on va regarder notre schéma, puis on va dire là, quand la particule passe de tel point à tel point, elle va subir une différence de potentiel, mais est-ce que ça va être une différence de potentiel positive ou négative? Ce qui va nous permettre de le déterminer facilement. C'est un peu comme dans les petits vox pop qu'on a fait tout à l'heure avec les PPUC, c'est qu'il faut garder à l'esprit que le champ électrique va toujours être orienté des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Okay? Fait que juste en regardant votre schéma, vous allez tout de suite être capable de dire là, si vous passez du point initial au point final, votre potentiel, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va augmenter ou est-ce qu'il va diminuer? S'il a augmenté, vous mettez votre delta V positif, puis s'il a diminué, vous mettez votre delta V négatif. On va faire des exemples tout à l'heure, vous allez comprendre. Mais juste vous montrer quelque chose. Okay? C'est à partir de maintenant, là, à partir de la section 2.4, et au fur et à mesure qu'on va avancer là, dans le chapitre 2, vous allez voir que vous allez voir apparaître cette notation-là, en fait ces unités-là. Un champ électrique qui est écrit en volts par mètre. Okay? Pourtant, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, c'est que le champ électrique, c'était des newtons par coulomb. Okay. Ce que je vais vous montrer ici rapidement, là, sans faire d'histoire là-dessus, c'est juste que c'est les mêmes, ça revient au même. C'est exactement les mêmes unités. Okay. L'équation que vous êtes un peu plus habitué d'utiliser, c'est celle-ci, hein, l'équation qui vient du chapitre 1. La force égale à la charge fois le champ électrique. Fait que c'est sûr que si on isole le champ électrique là-dedans au niveau des unités, c'est une force divisée par une charge, donc des newtons divisés par des coulombs dans le système international. C'est pour ça que jusqu'à présent, vous avez toujours noté là, les champs électriques en newtons par coulomb, ce qui est bien correct. C'est absolument justifié de faire ça. Mais avec la formule qu'on voit ici, à la section 2.4, si on isole le champ électrique là-dedans et qu'on regarde les unités, ben c'est un delta V sur un déplacement parallèle. Delta V, ça se mesure en volts, puis un déplacement en système international, c'est en mètres. Donc ça donne des volts par mètre. Okay? Donc c'est pas les mêmes unités, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que c'est équivalent. Okay? Parce que si on parle de l'unité qui est 1 volt par mètre, puis on change les unités pour des trucs équivalents, donc un volt par exemple, c'est quoi? Si on regarde la formule qu'on a là, on se rend compte là, en isolant que 1 volt, c'est la même chose que 1 joule par coulomb. On en avait déjà d'ailleurs parlé là, quand on a fait les piles. On disait qu'une pile de 9 volts, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne 9 joules d'énergie à chaque fois qu'il y a 1 coulomb de charge qui traverse la pile. Donc bref, 1 volt, c'est 1 joule par coulomb. Okay. Et on sait qu'un travail, c'est égal à une force fois un déplacement. Puis un travail, ça se mesure en joules. Fait que c'est égal à une force fois un déplacement. Fait qu'un joule est égal à 1 newton par coulomb, qu'on peut changer ici. Et là, on remarque que si on fait les simplifications, les mètres vont s'annuler. Et il va juste rester des newtons par coulomb. Okay. Donc, ça arrive comme ça en physique, parfois, là, que des variables, des paramètres là, peuvent s'écrire de
plusieurs façons différentes, okay? Toujours en restant dans le système international. Donc, volt par mètre, c'est correct. Newton par coulomb, c'est correct. Okay? En passant, rappelez-vous, juste pour vous montrer que ça, c'est pas la... Peut-être que vous trouvez ça bizarre, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Okay? Par exemple, quand vous étiez en physique NYA, là, la fameuse constante G, le champ gravitationnel qu'on trouve à la surface de la Terre, quand vous faisiez le chapitre... Ben, ça, c'est le fameux 9.8. Okay. Quand vous étiez dans le chapitre 1, là, vous avez probablement dit que 9.8, vous disiez que c'est 9.8 mètres par seconde au carré, okay, parce que ça peut être interprété en termes d'accélération. Mais quand on parle de force, puis qu'on dit par exemple, là, quand on dit, là, mettons, la force de gravité, c'est égal à mg. Okay. Mais là, si on isole G là-dedans, ça fait une force divisée par une masse. Fait que vous avez aussi probablement écrit le G est égal à 9.8 newton par kilogramme, okay, qui était très correct aussi. Fait que vous voyez que ça, c'est un exemple. Fait que le G, là, écrire 9.8 mètres par seconde carré ou 9.8 newton par kilogramme, c'est la même chose, c'est égal. On pourrait aussi démontrer que les unités ça reste les mêmes, là. Mais c'est ça. Fait que ça arrive des fois en physique qu'il y a des paramètres qui peuvent être écrits de plusieurs façons différentes avec différentes combinaisons différentes d'unités. Okay. Fait qu'il n'y a pas une bonne façon puis une mauvaise façon de l'écrire, c'est équivalent. Fait que vous pouvez, là, dans vos devoirs ou dans vos travaux, là, écrire là, des volts par mètre ou des newtons par coulomb. C'est exactement la même chose. C'est équivalent. Okay. Maintenant, fait qu'on a vu un petit peu cette formule-là. Okay, delta V est égal à E fois S parallèle. Puis, avant de l'utiliser comme tel, là, on va faire quelques petits exemples là, dans la vidéo. Mais, juste quand même vous faire réaliser, puis vous montrer qu'il y a quand même une différence fondamentale là, qui existe entre, par exemple, le potentiel électrique d'une particule et le potentiel électrique d'une PPUC, okay, d'une plaque. L'équation pour le potentiel l'équation du potentiel créé par une particule, okay, on l'a vu à la section, je pense que c'était 2.1 ou 2.2, je pense que c'était 2.1, c'était que, bon, le potentiel c'est coq, en fait, je pense que c'est 2.2, mais c'est pas grave, c'est coq sur R, okay. La façon que le potentiel est généré par une particule, okay, quand vous dites que le potentiel est égal à coq sur R, c'est correct, c'est ça la bonne équation, mais ça vous dit tout de suite, ça vous renseigne tout de suite directement sur à quel endroit est-ce que le potentiel va être égal à 0. Parce que dans cette équation-là, quand est-ce que le potentiel va être égal à 0? C'est quand la distance R est égale à l'infini, ou tend vers l'infini. Okay? Donc, déjà, dans la façon d'écrire le potentiel d'une particule, c'est déjà, c'est comme déjà décidé là, que V va être égal à 0 à l'infini. Okay? Malheureusement, ça se peut pas vraiment écrire, c'est comme impossible d'écrire une équation comme ça, là, simple, pour le potentiel produit par une plaque. Okay. Si c'était possible, ce serait le fun, parce qu'on n'aurait pas besoin de se casser la tête, on aurait juste une équation, on dirait, bon, ça c'est le potentiel qui est produit par une particule, puis hop, ça c'est l'équation du potentiel qui est produit par une plaque, et quand vous êtes à une certaine distance R d'une plaque, vous allez avoir tel potentiel, mais on ne peut pas écrire ça. Okay. Pourquoi ça ne s'écrit pas une telle équation? C'est parce que quand vous avez une plaque, là, ce qui arrive, c'est que le champ est constant, ça c'est correct. Quand le champ est constant, ça veut juste dire que vous avez des surfaces équipotentielles qui sont également espacées. Okay. Mais il n'y a rien qui va vous indiquer dans l'équation où est-ce que le potentiel va être égal à 0. Okay. Puis en fait, l'endroit où le potentiel va être égal à 0, c'est un choix qui est complètement arbitraire. Ça veut dire que c'est vous-même qui allez décider de quel endroit vous allez quel endroit vous allez décider d'appeler V égale à 0. Okay. Parce que tout ce qu'on sait du champ d'une PPUC, c'est que le champ va être constant et qu'il y aura des espacements égaux là, entre les différentes équipotentielles. Okay. Mais le potentiel V égale à 0, c'est un choix qui est arbitraire. Okay. Et ça aussi, vous l'avez déjà rencontré, ce concept-là, quand vous étiez en physique mécanique, en physique NYA. Par exemple, quand vous faisiez des problèmes, là, exemple, une petite balle ou une petite roche là, tombe d'une certaine distance et arrive à la surface d'une table, c'est sûr que quand vous allez faire ce problème-là, si vous le faites par conservation d'énergie, vous allez avoir besoin éventuellement de calculer c'est quoi l'énergie potentielle gravitationnelle, qui est égale à m fois g fois y. Et avant toute chose, quand vous commencez des problèmes comme ça, il fallait se tracer un axe y vers le haut et il fallait choisir la position qu'on avait décidé d'appeler y égale à 0. Et une fois qu'on avait choisi cette position-là, il fallait la respecter là, pour calculer les énergies potentielles initiales et finales.
Okay. Mais l'endroit qu'on décide d'appeler y égale à 0, c'est un choix qui était justement arbitraire. On fait choisir de le placer à l'endroit où on veut. C'est pas grave. La seule chose qui était importante, c'est qu'il fallait absolument faire un axe Y qui pointait vers le haut, de décider un endroit qui s'appelle Y égale à 0. Puis une fois qu'on l'a décidé, cet endroit-là, il fallait juste le respecter et être cohérent avec ce choix-là dans nos équations puis dans les valeurs là, initiales et finales. Okay. Ben, en physique NYB, c'est exactement la même chose. Okay? C'est-à-dire que la seule chose qui est importante, c'est que vous allez vous décider vous-même un endroit que vous allez appeler 0 volts. Okay? Une fois que vous avez décidé cet endroit-là, il faut juste être cohérent avec le choix que vous avez fait. Il faut juste respecter le choix que vous avez fait et écrire là, les valeurs de vos problèmes, là, le potentiel initial, potentiel final, en respectant le choix que vous avez fait. Okay? C'est un peu bizarre ça quand on se fait dire ça, mais ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, ce qui est important, c'est quand vous avez une particule qui change de position, quand la particule se trouve près d'une P-Puc, l'important, c'est pas de savoir exactement c'était quoi la valeur du potentiel quand la particule était là, puis c'est quoi exactement la valeur du potentiel quand la particule était là. On s'en fout parce que le potentiel, c'est arbitraire. Okay? Mais la chose qui change pas, okay, c'est que c'est le delta V qui est important. Okay. Fait que si vous avez, mettons dans cet exemple-là, si vous avez décidé d'appeler ça 0 volts, puis ça, ben, si vous appelez ça 0 volts, puis mettons, on va dire dans chaque équipotentiel, il y avait 1 volt, ben là, la particule, si elle passe de là à là, elle va partir de la position, mettons, initiale de 2 volts, puis elle va se rendre jusqu'à 0 volts. Fait que si vous passez de 2 volts à 0 volts, ça vous donne un delta V de moins 2 volts. Mais quelqu'un d'autre dans la classe aurait pu dire, non, moi, c'est cette ligne-là que j'ai décidé d'appeler 0 volts. Fait que si on appelle ça 0 volts, cette ligne-là va être à moins 1, celle-là à moins 2, celle-là à moins 3. Donc si la particule part de la position initiale jusqu'à la position finale, ben elle va passer de moins 1 volt à moins 3 volts. Mais passer de moins 1 volt à moins 3 volts, ça correspond aussi à une différence de potentiel de moins 2 volts. Fait que vous voyez, peu importe qu'est-ce que vous décidez d'appeler 0 volts, ça va toujours donner la même différence de potentiel. Puis dans l'équation, c'est juste ça qui est important. C'est juste la différence de potentiel qui est important. Ça va donner, c'est ça. Tout est là. Okay. Voilà. Fait, avec ça, on a vu toute la théorie nécessaire là, à la compréhension de la section 2.4. Et fait, je vais juste faire quelques petits problèmes avec vous. En fait, je vais en faire un ici qui est, c'est pas un exercice qui est dans le livre. Il ressemble beaucoup à ceux qui sont dans le livre. C'est vraiment un exercice supplémentaire que j'ai composé, là, qui est disponible sur mon site web en format PDF. Okay. Donc on va le regarder ensemble. Donc je dis le schéma ci-dessous illustre une P-Puc. Donc ce que vous voyez ici, là, en gris foncé, c'est une plaque, hein, une P-Puc, portant une densité surfacique de charge de 7,08 x 10 à la moins 11 coulombs par mètre carré. Okay, placée verticalement et centrée sur le point E. Le numéro A, je dis en supposant que le potentiel au point A correspond à 0 volt. Fait que ça, c'est vraiment un choix qui est arbitraire. Là, on a décidé d'appeler que le point A, c'est 0 volt. Fait qu'on a 0 volt ici. A. Fait que sachant ça, et en respectant ce choix-là, je vous demande de calculer les potentiels à tous les autres points identifiés sur le schéma. Fait que je vous dis que le potentiel au point A, c'est 0 volt. Sachant ça, on veut aller calculer le potentiel à chacun des autres points là, qui sont indiqués sur notre schéma. Okay. Comment on peut faire ça? Ben, plusieurs petites choses à faire. Premièrement, c'est que ça, on sait que c'est une P-Puc. Hein, c'est bien dit dans la question. Donc, on n'est pas en train de... On pense pas que c'est une triuc, là on sait que c'est une P-Puc, on le dit, puis même que je vous donne sa densité surfacique de charge. Okay. Donc ce que vous pourriez faire dans un premier temps, c'est d'aller calculer c'est quoi le champ électrique produit par cette plaque-là, le module du champ électrique produit par cette plaque-là. Ça c'est juste un petit calcul. Hein. Le module du champ électrique produit par une P-Puc, on sait que c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Okay. Donc on fait le calcul. Ok, donc sigma, là, c'est ben, je réécrirai pas le. Ben, bon, je peux le réécrire là. 7,08 fois 10 à la moins 11. Ça va être un peu petit par exemple. On divise par 2 epsilon 0. Epsilon 0, c'est 8,85 fois 10 à la moins 12. Donc, si vous calculez ça, vous allez trouver que le champ électrique, c'est tout simplement égal à 4. Okay, en fait, je m'étais arrangé pour faire un chiffre qui arrive juste. Là. Fait que le champ électrique, c'est 4. On pourrait écrire 4 newtons par coulomb, mais dans ce contexte-là, dans le chapitre 2, généralement, vous allez voir, c'est comme un peu plus logique, puis un petit peu plus intuitif d'écrire des volts par mètre. Okay? Parce que ça fait correspondre directement le delta V avec les deltas, les différences de position que vous faites. Okay? Fait 4 volts par mètre. Okay? Et si on regarde notre schéma ici,
je suis allé le plus simplement possible. J'ai dit, là, supposez que dans ce schéma-là, je vous ai mis un petit quadrillage. Là, je vous ai dit, chaque carré mesure 1 mètre par 1 mètre. Okay? Et c'est là que ça prend un peu tout son sens. Là, dans le fond, un champ électrique de 4 volts par mètre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce champ électrique-là, qui est constant, à chaque fois que vous allez vous déplacer d'une distance de 1 mètre, ça va faire varier votre potentiel de 4 volts. Fait qu'un déplacement de 1 mètre est comme connecté ou est relié là, à un delta V de 4 volts. Okay? Ça, en fait, là, ça provient de l'équation qu'on a vue tout à l'heure qui dit que delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Okay? C'est exactement ça qu'on est en train de dire parce qu'on dit notre champ électrique, c'est 4 volts par mètre. Okay? Fait qu'à chaque fois que vous faites un déplacement d'un certain nombre de mètres, mettons vous faites un déplacement à chaque fois que vous faites un déplacement parallèle de 1 mètre, ben vous avez 4 volts par mètre fois 1 mètre et mètre sur ça vous donne un delta V qui est égal à 4 volts. Okay? Fait qu'à chaque fois que vous vous déplacez de 1 mètre, votre potentiel va changer de 4 volts. Maintenant, est-ce qu'il va augmenter de 4 volts ou est-ce qu'il va diminuer de 4 volts? Ben ça, c'est les lignes de champ électrique qui vont nous le dire. Parce que ici, on a une PPUC qui est chargée, vous voyez, positivement. Hein, sa densité de charge est positive. Donc ça veut dire que c'est une plaque qui est chargée positivement. On pourrait dessiner des petits symboles plus partout. Et on sait qu'une plaque chargée positivement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des lignes de champ qui vont sortir d'elle. Donc ça ferait des lignes de champ qui iraient par exemple là, dans cette direction-là. Puis de l'autre côté, ben, on aurait des lignes de champ qui vont dans cette direction-là. Okay. Et on sait que les champs électriques pointent toujours, les lignes de champ électriques pointent toujours des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Okay. Fait avec ça, on a tout ce qui est en notre, tout ce qui est nécessaire pour trouver. Fait qu'on sait qu'ici, à chaque fois qu'on se déplace de 1 mètre, notre potentiel va varier de 4 volts par mètre fois 1 mètre, donc de 4 volts. Okay. Fait qu'on est capable d'aller trouver toutes les autres. Si on part du point A, donc ici on est à 0 volts. Okay. Si on part du point A, puis qui est à 0 volts, on se demande le point B va être à combien de volts. Mais quand vous passez de A à B, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un déplacement parallèle de 2 mètres. Hein. Vous vous déplacez de 2 mètres vers la droite et ensuite vous vous déplacez de 1 mètre vers le bas. Mais on a vu tout à l'heure que c'est vraiment juste le déplacement parallèle qui est important. Okay? Fait que quand on passe de A à B, on fait un déplacement parallèle de 2 mètres. Donc, si on fait là, 4 volts par mètre fois 2 mètres et mètres, ça donne un delta V de 8 volts. Fait qu'on sait qu'il va y avoir une différence de 8 volts entre le point A et le point B. Fait que, sachant que A est à 0, le point B est à plus 8 volts ou à moins 8 volts. Regardez le sens des lignes de champ. Le champ électrique va vers la droite. Le champ électrique va des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Donc, si le point A est à un potentiel plus élevé qu'au point B, puis qu'il y a 8 volts entre les deux, ça veut dire que le point B il était nécessairement à moins 8 volts. Okay. C'est la réponse là, ici. Le point C, lui, il est comment? Il est 1 mètre à gauche du point A. Et on sait qu'à chaque fois qu'on se déplace de 1 mètre, ça correspond à un delta V de 4 volts. Et plus qu'on va aller vers la gauche, dans le sens, quand on se déplace dans le sens contraire des lignes de champ, le potentiel augmente. Donc le point C, lui, il va être à 4 volts de plus que le point A. Le point A est à 0. 0 plus 4, ça fait 4. Fait que le point C va être à 4 volts, lui aussi. Okay. Le point D, il va être également à 4 volts. Hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, si on part du point A puis on va vers le point C, on pourrait diviser ça en un déplacement parallèle plus un déplacement perpendiculaire. Puis si on part du point A puis on va au point D, on pourrait aussi dire que c'est un déplacement parallèle comme ça, puis un déplacement perpendiculaire. Mais pour calculer la valeur du delta V, c'est juste le déplacement parallèle qui est important. Fait que vous voyez que passer de A à C ou passer de A à D, c'est exactement le même déplacement parallèle. Okay. Donc ça veut dire que le point D, lui aussi, va être exactement la même valeur. Là. VC puis VD, c'est exactement la même réponse. C'est 4 volts. Okay. VE, c'est encore un autre 4 volts de plus. Hein, où si on part de A vers E, on fait un déplacement de 2 mètres. 4 fois 2, ça donne 8. Donc on va avoir 8 volts ici. Okay. Et finalement, pour le point F, comment ça va fonctionner? Ben, on sait qu'au point E, on est rendu à 8 volts. Okay? Et là, quand on va être de l'autre côté de notre plaque, là, les champs s'inversent. Les champs électriques changent de côté parce que les champs électriques sortent toujours de la plaque. Donc, ça veut dire que les champs électriques, ça ne change pas. Ils vont toujours des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Donc, ça veut dire que quand on va être proche de la plaque, on va être dans des gros potentiels. Plus qu'on va aller vers la gauche, on va aller dans des potentiels de plus en plus petits. Puis on sait qu'à chaque fois qu'on se déplace de 1 mètre, on a un delta V qui est égal à 4.
Okay. Fait que si vous voulez, vous pourriez même représenter. Moi, j'ai fait des petits schémas pour vous comme inciter un peu sur le déplacement parallèle. Mais je veux dire, une fois qu'on sait ça, une tige, là, pas une tige, pardon, une plaque, on sait que ça fait toujours des lignes de champ qui sont également espacées. Hein. Ça fait pas des lignes de champ, pardon, des surfaces équipotentielles qui sont également espacées. Fait qu'on pourrait se dessiner des équipotentiels comme ça, séparés, mettons, d'une distance constante. On va dire à chaque 1 mètre de distance, on trace là, une surface équipotentielle. Puis on sait que à chaque fois qu'on se déplace de 1 mètre, ça correspond à un delta U. Fait qu'on pourrait dire que, mettons, lui est à 8 volts. On pourrait dire que toute cette surface équipotentielle-là, ça c'est comme la surface équipotentielle qui est à 4 volts. On pourrait dire que toute cette ligne-là, c'est la surface équipotentielle qui est à 0 volts. Toute cette ligne-là, c'est l'équipotentielle qui est à moins 4 volts. Toute cette ligne-là, c'est l'équipotentielle qui est à moins 8 volts. Puis on continue comme ça, là, moins 12 volts, moins 16 volts, et ainsi de suite. Okay. Fait que le point F, vous remarquez qu'il est dans la ligne du moins 4 volts. Okay. Donc directement le point F, il va avoir un potentiel qui est égal à moins 4 volts. En fait, tous les points qui sont situés sur la même ligne ont tous exactement le même potentiel. C'est pour ça qu'on aurait pu faire la même chose ici. Là, ce serait assez des espèces de lignes équipotentielles comme ça. Puis on remarque effectivement que le point C et le point D sont sur la même ligne, là, sur la même surface équipotentielle. C'est pour ça qu'ils vont avoir le même potentiel. Okay. Voilà, fait que je vais faire lui en exercice avec vous. Il y a plein d'autres exercices dans le livre là, qui vont ressembler à ça. Vous allez avoir des plaques, on va vous demander de calculer des potentiels à différents endroits. Donc ça se fait avec cette formule-là ici. Mais c'est pas juste de dire je vais appliquer une formule sans. Comme c'est pas juste des calculs, faut savoir un petit peu comment ça fonctionne. Il faut savoir là, dans quel sens les lignes de champ vont pointer pour être capable de savoir comme il faut quel signe mettre ici. Il faut toujours se rappeler que les lignes de champ électrique vont toujours là, du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Et le numéro B. Okay. Le numéro B, une fois que vous avez fait ça ici, que vous avez déterminé c'est quoi le potentiel à chacun des points, vous allez voir le numéro B, c'est pas vraiment un problème de la section 2.4, c'est plus un problème de conservation de l'énergie. Ce serait comme plus un problème de la section 2.3. Vous allez voir pourquoi. C'est parce que si je vous dis, là, on place un électron au point B, on le lance en diagonale en lui donnant une vitesse initiale de module 1.2 fois 10 à 6 mètres par seconde. Quel est le module de la vitesse de l'électron lorsqu'il atteint le point C? Okay. Fait qu'on imagine qu'on a un électron. On l'a parti au point B, on l'a lancé. Fait qu'il a fait une espèce de parabole comme ça. Puis quand il passe par le point C, c'est quoi sa vitesse? Okay. Ben, on connaît les potentiels au point B puis au point C, on vient de les calculer. Fait qu'on sait qu'au point B, on était à moins 8 volts. Puis au point C, on est à 4 volts. Okay. Et comme on connaît, on pourrait dire que ça c'est le point initial, le point B, puis le point final, ça va être le point C. Si on connaît nos potentiels au point initial et au point final, on aura juste à utiliser là, le principe de conservation de l'énergie qui dit là, que KI, en fait c'est enfin ce serait KF plus l'énergie électrique finale, fait KF plus UEF est égal à KI plus UEI. En principe, il y aurait le plus de travail des forces non conservatives, mais comme on avait déjà discuté là, dans la section 2.3, le travail non conservatif, il n'y en a pas ici parce que bon, il n'y a pas de force de tension, il n'y a pas de force de frottement, il n'y a pas personne qui pousse ou qui tire sur notre électron. Là. Fait que ce terme-là va être égal à 0. Okay. Fait qu'il nous reste juste ça comme équation. L'énergie cinétique, on sait que c'est 1/2 mv carré. Et l'énergie potentielle électrique, des fois, dépendamment des contextes, il y a plusieurs façons de la calculer. Quand vous avez par exemple, là, je vais peut-être l'écrire ici. Quand vous avez par exemple deux particules, si vous avez une première si vous avez une particule Q1 puis une particule Q2, on sait qu'on peut calculer l'énergie potentielle associée entre ces deux particules-là là, comme étant K fois Q1 fois Q2 sur R. Okay. Ça, on peut juste faire ça quand on a deux particules, ou en tout cas mettons, une particule puis une sphère ou quelque chose comme ça. Mais quand on a autre chose que ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire que l'énergie, ça je peux le réécrire là, bon, en tout cas, je vais l'écrire là. On peut dire que l'énergie potentielle électrique d'une particule, c'est Q fois V. Okay. Fait que si on est capable d'aller calculer le potentiel à l'endroit où se trouve une particule, ben on sait que quand on place une particule avec une charge électrique à l'endroit de l'espace où il y a un potentiel ici, la charge électrique va interagir avec le potentiel et ça va donner une certaine quantité d'énergie potentielle à notre particule. Donc ici, c'est ça qu'on va faire. Okay? Parce que il n'existe pas une formule directe là, qui nous donne l'énergie potentielle, énergie électrique potentielle là, entre
une particule et une P-pique. Il n'y a pas une formule toute faite là, qui existe pour ça, mais c'est pas grave, parce que si on est capable de, comme on était capable de venir calculer le potentiel à ces différents points-là, on va juste dire que l'énergie potentielle de notre électron, c'est égal à sa charge multipliée par le potentiel à l'endroit où il se trouve. Okay? Donc l'énergie potentielle finale de notre électron, ben, ça va être égal à sa charge fois le potentiel au point final. Okay? Fait que ça va être égal à KI plus UEI. Fait qu'on peut juste réécrire là, 1 demi MVI au carré plus UEI. Fait que ça va être la même affaire. Ça va être Q fois VI. Okay. Là, j'ai écrit VI puis VF parce qu'on est comme quand on fait de la conservation d'énergie, souvent on fait ça. Mais le point initial, en fait, c'est le point B. Puis le point final, c'est le point C. Fait qu'on aurait quasiment pu juste remplacer tout de suite. Là. Fait que le point initial, c'est le point B. Donc le potentiel qu'on va mettre ici, c'est le potentiel au point B, là, qui est égal à moins 8 volts. On l'avait identifié tout à l'heure. Et le potentiel ici au point final, ben, le point final, c'est le point C. Puis le potentiel au point C, c'est 4 volts. On l'avait lui aussi là, identifié tout à l'heure. Okay. Fait que dans le fond, ça, c'est une formule, c'est vraiment juste des valeurs qui sont connues. Hein. La masse de l'électron, on la connaît. La charge de l'électron, on la connaît. VC, VB, c'est des valeurs qui sont connues. Ça, on connaît ça. Le module de la vitesse initiale, c'est donné ici. Okay, fait qu'on le connaît. Fait que vraiment, on connaît tout, sauf la vitesse. Fait que c'est sûr que ça fait bien des chiffres à remplacer, ça fait bien des calculs, là. Mais on a juste à isoler VF là-dedans. Vous allez voir que VF carré est égal à quelque chose. Puis vous allez faire la racine carrée de chaque côté pour trouver la valeur de votre VF. Okay. C'est ça. Puis si vous le faites, là, ça va donner comme réponse finale une vitesse de 2.38 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Qui est la réponse là, au numéro B. Puis c'est bien logique quand vous regardez ça, parce que juste en regardant le schéma, là, vous voyez qu'est-ce qui va arriver. Hein? Vous voyez que l'électron, il va aller vers la droite, pendant un certain temps, il va ralentir, parce que lui, il ressent une force électrique vers la gauche. Ça c'est positif, la plaque. L'électron, lui, est négatif, donc il ressent une force électrique vers la gauche. Mais vu qu'on l'a lancé vers la droite, il va comme freiner, il va ralentir, puis à un moment donné, il va repartir vers la gauche, en allant de plus en plus vite. En fait, quand il va repasser exactement ici, il va aller par là avec exactement la même vitesse à laquelle il a été lancé. Fait que quand il va passer ici, il va aller à 1.2 fois 10 à 6 mètres par seconde, mais il va continuer d'accélérer comme ça là, vers la gauche. Fait qu'on s'en doutait que rendu au point C, il y aurait une vitesse plus grande que sa vitesse initiale, puis c'est bien ce qu'on voit. 2.38 fois 10 à la 6, c'est plus grand que 1.2 fois 10 à la 6. Okay. C'est ça, fait que comme je vous disais tout à l'heure, la question A, c'était vraiment une question qui concernait la section 2.4, hein, avec l'équation qu'on a vue à la section 2.4 ici, alors que la deuxième partie, là, la question B, c'était plus une conservation d'énergie, mais c'était pour vous montrer que justement c'est utile de faire ça, c'est utile de passer, d'être capable d'identifier le potentiel à différents points pour ensuite là, faire des calculs et trouver par exemple la vitesse finale là, en utilisant la conservation d'énergie. Fait que même si vous n'avez pas une formule toute faite, là, direct, une formule qui vous dit l'énergie potentielle électrique qu'il y a entre une particule et une P-pique, c'est pas grave, parce que vous êtes capable quand même de le trouver en calculant, là, juste en partant de l'équation ici, vous êtes capable d'établir le potentiel à différents endroits, à différents points, puis utiliser ces valeurs-là pour faire les calculs de conservation de l'énergie. Okay. Une dernière chose que je veux vous dire dans la vidéo de la section 2.4, je veux juste vous parler un petit peu de l'exercice 2.4.3, qui est 2.4.13, pardon, okay, qui est un des exercices là, qui est dans la liste d'exercices suggérés. Je ne vais pas le faire avec vous au complet, je vais vous laisser là, faire les calculs, puis ça, je vais juste vous donner comme un indice, ou en tout cas apporter une petite précision, parce que sinon les gens des fois ils le trouvent compliqué, puis ils comprennent pas. C'est juste pour vous lancer dans le fond dans la bonne direction, vous donner quelques pistes de solutions là, pour le débuter. Fait que c'est ça, vous avez deux plaques, ce sont des P-piques, okay, et sont placées, bon, comme ça, c'est des P-piques horizontales, dans une espèce de plan cartésien. Sur le schéma, on vous dit que chaque carré mesure 10 cm de côté, donc ça va vous permettre de faire des calculs plus tard. Fait évidemment, ils sont espacés de 30 cm, hein, il y a comme 3 carrés, chaque carré c'est 10 cm, donc tout ça, ça va. Ça, je ne vais pas regarder tant que ça les chiffres, mais c'est juste pour vous dire que la plaque A, vous voyez qu'elle est chargée positivement, et la plaque B, elle est chargée négativement, et ils ont exactement la même charge électrique. Okay. En valeur absolue. Fait que la plaque A est chargée positivement, la plaque B est chargée négativement, mais les deux sont chargés avec la même force,
elle est à plus 3, elle est à moins 3. Fait que c'est la même charge, mais une positive et une négative. Okay. Puis après ça, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit, en supposant que la particule, pas la particule, mais le point P correspond à 0 volts. Sachant ça, puis en respectant ce choix-là, ça c'est un choix qui est arbitraire. Puis une fois qu'on a fait ce choix-là, on va aller trouver et calculer ce qu'est le potentiel qu'on a à nos autres points. Okay. Ce que je veux vous dire, l'affaire que l'affaire qui mélange, là, souvent, c'est quand les gens viennent pour calculer le potentiel au point T et le potentiel au point S. Les gens ne trouvent pas la bonne réponse, puis ils ne comprennent pas trop pourquoi, puis je vais vous l'expliquer pourquoi. Okay. Oublions pas que le champ électrique d'une PPUC, on sait que c'est un champ qui est constant, hein, sigma sur 2 epsilon 0. Une plaque positive, par exemple, ça fait des champs comme ça, une plaque négative, ça fait des champs qui s'approchent d'elle. Mais le point, c'est que le champ est constant. Le champ ne dépend pas de la distance. Fait que vous soyez proche, que vous soyez loin de votre plaque, le champ va être la même valeur. Okay. Ça, ce qui arrive, c'est que si vous avez deux plaques comme ça, puis qui ont exactement la même charge électrique, mais une positive et une négative, ce qui va arriver, c'est que les champs qu'on va calculer, évidemment, ils vont être égaux. Okay? Parce que si vous calculez, là, par exemple, le module du champ électrique pour la plaque A ou pour la plaque B, ben, quand on calcule le module du champ électrique, on fait valeur absolue de sigma sur 2 epsilon 0. Oui, je sais qu'il y en a une qui est positive et une qui est négative, mais quand on le calcule, là, les deux vont avoir le même module de champ électrique. C'est juste qu'ils ne vont pas pointer dans les mêmes directions, mais ça va être le même module. Okay? Fait que par exemple, là, je vais juste prendre une couleur différente. Ouais. Okay. Mettons que la plaque positive, c'est la plaque du haut. Okay? C'est la plaque A qui est positive. Fait que disons que la plaque A ici, imaginez qu'elle est positive. Okay. La plaque B, elle va être négative. Okay. Donc, si on regarde dans quel sens va pointer, je ne vais pas la dessiner comme ça, je vais juste l'écrire là à côté. Okay. Dans le fond, dans quel sens vont pointer les champs électriques produits par la plaque A? Fait que la plaque A, on sait que justement, bon, elle est positive. Je vais la mettre en rouge comme ça. Fait que quand vous allez être en haut de la plaque A, vous allez avoir un champ électrique qui pointe dans cette direction-là. Quand vous allez être en bas de la plaque A, disons dans l'espace entre les deux plaques, le champ électrique va pointer vers le bas. Puis quand vous allez être dans l'autre espace en bas, le champ électrique va pointer vers le bas. Okay. C'est ça que ça fait une plaque chargée positivement. Là. Ça fait du champ électrique qui va sortir d'elle. Alors que la plaque ici, c'est la plaque qui est négative. Et elle, on peut la mettre en vert, par exemple. Une plaque qui est négative, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait du champ électrique qui s'approche d'elle. Donc, elle va faire un champ électrique qui va pointer dans cette direction-là et dans cette direction-là. Okay. Je peux la mettre en vert, comme ça. Maintenant, si les deux plaques avaient des densités surfaciques de charge différentes, qu'est-ce que ça ferait? Ben là, il faudrait juste faire des calculs. Okay? Il faudrait juste faire des calculs, puis on verrait que dans chacune des trois régions, il y aurait un champ électrique qui pointe dans une certaine direction. Il va pointer dans la direction du vecteur 2 qui est le plus gros. Fait que mettons que la plaque positive serait chargée plus fortement que la plaque négative, ben ici le champ total il serait vers le haut, ici le champ total il serait vers le bas, puis entre les deux, ben évidemment il serait vers le bas, puisqu'on a deux champs qui sont vers le bas. Fait que dès que s'il y a une des deux plaques, ben, si les deux plaques ont des densités surfaciques différentes, vous allez avoir une certaine valeur de champ électrique ici, puis une certaine valeur de champ électrique ici qu'il faudrait juste calculer. Ça dépendrait des chiffres exacts. Okay. Mais comme ici, les deux plaques ont exactement la même densité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les modules des vecteurs rouges et des vecteurs verts vont être exactement les mêmes. Ça veut dire que ici, là, les deux champs vont s'annuler complètement. Fait que ici, là, ça s'annule. Le champ total est égal à 0. Même chose ici. Un des champs pointe vers le bas, l'autre champ pointe vers le haut. Les deux champs ont exactement le même module, donc tout ça, ça s'annule. Ça fait un champ qui est égal à 0. Entre les deux plaques, là, il va y avoir un champ qui pointe vers le bas. Okay, ça ne s'annulera pas, les deux composantes pointent vers le bas. Mais ce que ça veut dire dans ce problème-là, c'est que il y a juste du champ électrique qui est entre les deux plaques. Puis quand vous êtes entre les deux plaques, le champ électrique il pointe vers le bas. On pourrait imaginer qu'on a du champ électrique là, qui pointe comme ça. Mais quand vous êtes à l'extérieur des plaques, le champ est égal à 0. Okay, donc ici, là, le champ est égal à 0. Et ici, le champ est égal à 0. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, rappelez-vous de l'équation. L'équation, ça dit que delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Okay. Si vous êtes dans une zone où il y a du champ électrique, okay, ce que ça veut dire, c'est que ben, quand vous allez vous déplacer, donc, par exemple, on avait dit tout à l'heure là, que le 0 volt était au point P. Okay. Fait que si vous vous déplacez, par exemple, là, entre le point P et le point Q, ben,
vous êtes dans un endroit où il y a un certain champ qui est constant, que vous pourriez calculer. Okay? Vous faites un certain déplacement parallèle. Ici, là, sur le schéma, chaque carré, c'est 10 cm. Ça se calculerait. Quand vous allez faire le problème pour vrai, vous allez les calculer. Là. Ça va correspondre à un certain delta V. Okay? Puis ce qu'on pourrait dire, c'est que comme le champ électrique pointe vers le bas, on sait que le champ électrique pointe toujours du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Fait que c'est sûr que le point Q ici, il va être un potentiel plus élevé que le point P. Fait que si le point P est à 0 volts, le point Q pourrait être à, je sais pas, là, 10 volts, 12 volts, quelque chose comme ça, mais ça va être un chiffre plus grand que 0. Okay. Ça, normalement, ça va. C'est quand les gens arrivent pour calculer le potentiel au point T, le potentiel au point S, que les gens paniquent un petit peu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que justement, regardez l'équation. Delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Dès que vous traversez la plaque, quand vous arrivez dans toute la zone qui est en haut de la plaque A, là, vous êtes dans une zone où le champ électrique est égal à 0. Fait que si le champ électrique est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe le déplacement parallèle que vous allez faire, vous allez avoir un delta V qui est égal à 0. Okay? Un delta V égal à 0. Okay? Mais delta V égal à 0, là, ça ne veut pas dire que V est égal à 0. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que votre potentiel va arrêter de changer. Okay? Il ne va pas tomber à 0, là. Il va arrêter de changer. Il n'y aura plus de variation de potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel que vous allez avoir au point T, en fait, là, notre façon de dire, c'est que tout ce qui est en haut de la plaque, là, c'est au même potentiel. Parce que dès que vous arrivez dans la zone qui est en haut de la plaque ici, E égale à 0, delta V égale à 0, fait que le potentiel arrête de changer. Fait que toute cette zone-là, là, tout ce qui se trouve en haut de la plaque A, c'est à un certain potentiel. Donc, ce potentiel-là, c'est quoi? En fait, c'est le potentiel de la plaque. Fait que quand vous faites vos calculs, là, vous dites le point P est à un certain potentiel, le point Q est à un certain potentiel. Là, vous pourrez trouver par exemple que la plaque A est à un certain potentiel. Et tous les points qui sont plus hauts que ça vont tous être exactement au même potentiel. Fait que si ce point-là était par exemple à, je sais pas, là, 100 volts, ça veut dire que ça, c'est du 100 volts partout. Fait que le point T sera à 100 volts, le point ici sera à 100 volts, le point là sera à 100 volts, le point là sera à 100 volts, le point là, le point là, le point là, le point là. Dès que vous êtes en haut de la plaque, le potentiel arrête de changer. Le potentiel n'a plus de variation, donc il arrête de changer. Il reste tout le temps la même valeur. Okay. Même chose quand vous allez arriver dans la région ici. Tout ce qui est en bas de la plaque B, c'est une zone où le champ est égal à 0. Donc, si le champ est égal à 0, même histoire, là, le potentiel ne change plus. Fait que tout ce qui se trouve en bas de la plaque B, c'est tout exactement au même potentiel. Fait que pour calculer, par exemple, le potentiel qui est au point S, ben, calculez le potentiel que vous avez à la plaque négative, puis ça va être ça la réponse. Okay? Fait que ça, c'est 0 volts. Comme les lignes de champ vont du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel, c'est sûr que le point ici va être un potentiel qui va être négatif. Hein? Peut-être, je sais pas, là, moins 10 volts ou quelque chose comme ça. Puis tous les points qui vont être en bas, ils seraient tous à moins 10 volts dans cet exemple-là. Fait que le point S sera à moins 10 volts, ce point-là sera à moins 10 volts, ce point-là à moins 10, ce point-là à moins 10, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Peu importe. Là, tous les points qui sont en bas de la plaque, ils vont tous être exactement au même potentiel. Okay. Voilà, fait que je vous ai pas donné la réponse, je n'ai pas fait les calculs exacts avec vous, fait que c'est pas une solution que je vous ai montré, mais c'est juste une petite piste de solution pour, c'est ça, que ça va juste vous permettre de mettre un peu les idées en place. Là. Vous allez juste perdre un peu moins de temps quand vous allez faire ce problème-là, et voilà, vous allez obtenir la réponse un peu plus facilement, un peu plus rapidement. Voilà, fait que ça fait le tour là, des notions pour la section 2.4. Donc, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre la théorie de cette section. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!